Bonjour à tous, c'est Marie, votre tutrice d'embryo. Et aujourd'hui, donc je vais vous parler de l'évolution de l'entoblast. C'est un cours donc qui fait suite au cours que j'ai fait la dernière fois, donc la quatrième semaine et la délimitation. Et donc aujourd'hui, on va approfondir un peu plus sur l'entoblast. C'est un cours qui va être assez rapide parce que on va avoir une première partie au niveau de l'introduction et des rappels. Ensuite, on va parler de l'intestin primitif. Après, de la formation de l'arc branchial et enfin une petite conclusion. Donc c'est un cours, voilà, assez rapide, mais avec des notions qui sont quand même assez importantes, donc à ne pas impasser. Il y aura quelques listes, à connaître par cœur, mais vous allez voir, à force de le voir, ça va rentrer. Donc, au niveau de l'introduction et des rappels, on va se rappeler qu'à la troisième semaine de développement embryonnaire, on va avoir un phénomène de gastrulation qui va permettre en fait la mise en place des 3 feuillets primitifs, à savoir l'ectoblaste, le mésoblaste et l'entoblaste. Donc nous aujourd'hui, on va s'intéresser à l'entoblaste. Pour rappel, on va avoir des phénomènes de migration et de différenciation cellulaire. De migration pour la formation de l'entoblaste et la formation du mésoblaste intra-embryonnaire, alors qu'on va avoir un phénomène de différenciation cellulaire pour la formation de l'ectoblaste. L'ectoblaste, il va être issu de l'épiblaste secondaire, donc différenciation. Intéressant de savoir qu'en fait, il y a 2 régions qui vont rester, totalement didermiques, donc qui vont avoir une absence de mésoblaste intra-embryonnaire. Ça va être au niveau de la membrane cloacale, au niveau postérieur, et de la membrane pharyngène au niveau antérieur. Donc vous vous souvenez, quand, on avait fait le cours de quatrième semaine, on avait dit que l'intestin primitif, ce qu'on peut voir donc sur la partie jaune, du premier schéma, la deuxième partie, qu'il est totalement donc longitudinal. Il va être entouré, formé, délimité par la membrane pharyngène en avant, la membrane cloacale en arrière. Il y aura le canal vitellin qui va le relier ensuite à la vésicule ombilicale qui a changé de nom. Et voilà. Et bien évidemment, tout ça, c'est dû à l'applicature longitudinale, la cavité amniotique qui va grandir et qui va, voilà, développer et résorber le tout. Donc, au niveau du toit de la vésicule vitelline, il va être internalisé, il va former l'intestin primitif. Les portions crâniales et caudales qui sont initialement formées, vont former les membranes pharyngiennes et cloacales. Et la région centrale, qui va relier en fait la vésicule ombilicale à l'embryon, au toit de l'intestin primitif, va donner le canal vitellin. Donc, on va commencer par parler de l'intestin primitif. Il va être en fait délimité en 3 parties: l'intestin primitif antérieur, l'intestin primitif, intermédiaire et l'intestin primitif postérieur. Donc, on va commencer par, décrire l'intestin primitif antérieur. Donc il va être, au début, il est initialement fermé par la membrane pharyngienne qui, ensuite va se résorber. Donc elle va disparaître, enfin se s'ouvrir. Elle va s'ouvrir à J27, donc il faut bien se souvenir de cette date-là. Et ça va causer en fait l'ouverture de l'intestin primitif antérieur dans la cavité amniotique et ceci va donner naissance à la future cavité buccale qu'on nomme en fait le stromodome. Enfin, je sais pas si on dit stromodome ou stromodéome, mais voilà, stromodome. L'intestin primitif antérieur se divise en 2 portions, la portion céphalique, donc antérieure, crâniale, pharyngienne, et la portion caudale qui va être postérieure. Et là, il y a une petite liste, qu'il faut connaître parce que, donc la portion céphalique, elle va donner les arcs bronchiaux, la cavité buccale sur le schéma, ça correspond au petit a. Ensuite, en B, on va voir le pharynx et en C, les diverticules respiratoires. Et la portion plutôt caudale va comporter les structures suivantes: l'œsophage, l'estomac, le foie et les vésicules biliaires, la partie postérieure, enfin, pardon, proximale du duodénum. Et donc, il faut bien connaître ces structures, savoir si c'est céphalique ou caudal. Donc, il faut les apprendre. Au niveau de l'intestin primitif moyen, il va être à l'origine en fait de la portion terminale du duodénum, du iléon et de la partie proximale du côlon, donc aussi à savoir. Et en fait, cet intestin primitif moyen, il va être, situé dans la portion moyenne de l'embryon, à la hauteur de la vésicule ombilicale et il va être relié en fait, au canal vitellin. Maintenant, pour, l'intestin primitif postérieur, lui, il va donner donc, la suite,
des structures suivantes, la partie distale du côlon, le rectum ainsi que le canal anal. Donc en fait, si on regarde bien, ça décrit en fait tout le trajet du tube digestif, entre guillemets, avec la cavité buccale, ensuite le sauvage, estomac, duodénum, tout ça. Et donc c'est assez logique et vous allez revoir ces structures aussi dans le cours appareil digestif en anatomie générale. Et donc l'intestin primitif postérieur, il est en communication avec la lentilde dans sa partie ventrale et en fait sa partie terminale va se nommer le cloaque, qui va être fermé par une nouvelle membrane, la membrane cloacale, et elle est représentée par les petits astérix sur le schéma, de droite. Ensuite, on va s'intéresser donc au schéma de gauche, on va parler du cloaque, qui est une partie en fait commune à l'intestin primitif postérieur et à la lantoïde. Faut savoir qu'en fait à la 7e semaine, ce cloaque, il va être cloisonné par l'éperon périnéal, c'est la structure 1. C'est un territoire mésenchymateux et ça va former en fait le sinus urogénital en avant et le canal, anorectal en arrière. La zone de jonction entre l'éperon périnéal et la membrane cloacale, ça va former le périnée. Donc c'est le petit astérix, sur le schéma et le périnée, comme vous allez le voir en anatomie, c'est en fait l'ensemble des muscles qui est situé entre l'urètre et l'anus et qui va permettre la rétention des viscères. La membrane cloacale va se différencier en 2 membranes différentes, la membrane urogénitale en avant et la membrane anale en arrière. Et donc dès la 6e semaine, il faut savoir que la partie moyenne de la lantoïde va se dilater et former la vessie. Et donc la vessie, c'est la portion qui va être entourée au niveau du schéma, donc entourée en noir. Au niveau maintenant de l'arc branchial, il faut savoir que l'appareil branchial, en fait, il dérive de l'intestin pharyngien, donc c'est la portion céphalique de l'intestin primitif antérieur. L'intestin pharyngien a une forme d'entonnoir et communique avec la cavité amniotique au niveau du stromodome à partir de J27. On se rappelle, la membrane pharyngienne va se résorber. Euh, et ça va être à l'origine de la future cavité bucco-nasale. À partir de la 4e semaine, on observe donc l'apparition de sillons ou de poches. C'est des poches épiblastiques qui vont être recouvertes d'épiplastes secondaires sur la face donc externe. Et sur la face interne, on va avoir des poches entoblastiques qui vont être recouvertes par de l'entoblaste. Euh, Ensuite, on va décrire un petit peu plus cela avec les arcs branchiaux. Les arcs branchiaux correspondent donc à des massifs cellulaires qui vont être délimités par les poches épiblastiques en dehors et par les poches entoblastiques en dedans. Et en fait, ces poches, elles ne vont jamais communiquer entre elles. Ça, c'est très important de se souvenir. Les arcs branchiaux, ils vont être disposés de chaque côté de l'intestin pharyngien. Donc ça va être des structures qui vont être symétriques et bilatérales. Il va être composé de 2 structures, de mésoblastes et de mésenchymes. Faut pas confondre ces structures parce qu'elles vont avoir, elles vont donner des structures différentes. Le mésoblaste, il va être à l'origine des muscles striés crânio-faciaux, alors que le mésenchyme, il va être à l'origine des ébauches vasculaires, nerveuses, cartilagineuses. Donc vasculaire avec la formation de la future arc aortique et artérielle, ébauche nerveuse avec la formation des nerfs crâniens, et cartilagineuse avec la future squelette de la face et du cou. Sur le schéma de gauche, donc tout en haut, on peut remarquer le futur encéphale, tout en bas, le tube neural et au milieu, les arcs branchiaux qui vont être en fait empilés les uns sur les autres. Ils vont être numérotés de 1 à 6 comme on avait dit, au niveau, du cours de la S4, numérotés de 1 à 6, mais il va en avoir que 5 parce qu'en fait, le 5e arc branchial, il ne va pas exister, chez les humains. Donc on va avoir 4 poches épiblastiques, 4 poches entoblastiques et pour 5 arcs branchiaux. En fait, les poches, c'est bien ce qui va délimiter chaque arc branchial entre eux. Et donc, toutes ces structures, elles vont former le squelette et les organes de la face et du cou. On va passer maintenant à l'évolution et le devenir des poches épiblastiques. Et donc, elles vont participer à l'organogénèse, notamment par l'évolution des poches épiblastiques. La première poche, elle va former l'épithélium de la face externe du tympan, ainsi que le conduit auditif externe. Alors que la deuxième, la troisième et la quatrième poche régressent
il va seulement persister le sinus cervical, mais ça c'est un petit détail. Donc il faut bien se souvenir, de ça, des différentes structures et pas confondre en fait avec, l'évolution des poches entoblastiques. Parce qu'au niveau des poches entoblastiques, la première poche, elle va donner l'épithélium de l'oreille moyenne. La deuxième, elle va donner l'épithélium des amygdales palatines. La troisième, la parathyroïde inférieure et le thymus. Et la quatrième poche va donner la parathyroïde supérieure, donc différente de la troisième poche, ainsi que la thyroïde. Petite précision, il n'y aura pas les cellules C qui dérivent des crêtes neurales. Bon, ça c'est un détail. Donc il faut bien faire la différence entre les poches entoblastiques et épiblastiques parce que donc elles vont donner des structures différentes. Donc on voit bien que ces 2 poches, enfin ces 2 différentes poches vont, participer à l'organogénèse. Maintenant donc, les devenir des arcs bronchiaux. Les arcs bronchiaux, en fait, ils vont donner des structures, squelettiques et musculaires ainsi que vasculo-nerveuses qui vont, former, la face et du cou. Et maintenant, la petite conclusion, vous avez vu, c'était assez rapide. Donc, on se souvient bien que l'entoblast, il va former aussi de nombreux épithéliums glandulaires et de revêtements, avec le tube digestif et les glandes annexes, l'oreille moyenne, les amygdales palatines, le thymus, la thyroïde, la parathyroïde, ainsi que l'appareil respiratoire, la vessie et l'urètre. Donc toutes ces structures sont bien évidemment à connaître et pour se souvenir de ça, j'ai mis un petit mémo dans ma fiche, donc vous pourrez aller la voir pour que ça soit plus simple pour retenir. Donc merci beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous enfin, vous aurez trouvé ça intéressant. C'est que moi je j'adore. J'espère que, vous allez bien retenir toutes les notions, toutes les structures, que, vous allez pas vous mélanger. Mais en tout cas, à force de le voir, bah, ça va rentrer tout seul et après, franchement, ça va être easy pour vous. Donc voilà, bon courage, pour, les révisions, faire les QCM, les petits QCM, qu'on vous donnera et tout se passera bien. On vous fait des bisous.